Alors déjà, merci à tous d'être venus sur ce sujet. Une petite question en préambule. J'aime bien un peu faire un tour d'horizon des gens qui sont connectés avec moi. Aujourd'hui, est-ce que vous savez tous ce qu'est une marketplace ou une place de marché si on veut rester sur les termes français? Ou y a-t-il quelqu'un qui a des doutes sur le sujet dont on va parler? Ok. Donc j'en déduis pour l'instant que tout le monde est au courant. Donc je vais m'épargner les poncifs habituels à ce niveau-là. La question que j'ai voulu en intituler du webinaire est volontairement provocatrice. Est-ce qu'on peut s'en passer en 2016? Très objectivement, comme vous en doutez, j'ai forcément quelque chose à vous vendre. Ceci étant, tout dépend du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, sans plus attendre, je vais rentrer dans le détail du webinaire. Juste un élément, je préfère que vous posiez les questions au fil de l'eau. Ça ne me dérange pas de stopper ma présentation pour vous répondre. Je ne suis pas là pour faire en échange l'apologie de ma solution, on n'est pas là pour faire un webinaire de pub. Mais par contre, je ne suis pas là non plus pour rentrer dans un inventaire des points qui nous différencient des concurrents ou des expériences diverses que vous auriez pu avoir pour la bonne et simple raison qu'on veut vraiment faire de la pédagogie. Donc si vous êtes tous d'accord, on avance et j'insiste bien, il n'y a pas de question tabou. Je suis prêt à répondre à tout ce que je peux. Voilà, point important. Quand on regarde un petit peu sur la fin d'année 2015, le top 15 des sites les plus visités en France, on peut remarquer qu'il y a quand même une présence majeure des marketplaces. Sans surprise, Amazon, suivi de Cdiscount, la Fnac, eBay, Price Minister, Darty, La Redoute, Boulanger, Rue du Commerce. J'aurais pu rajouter Auchan, qui intègre des produits en tant que marketplace. J'aurais pu rajouter Carrefour, qui vient carrément d'acquérir Rue du Commerce dans sa stratégie marketplace. Et je pense qu'on pourrait presque considérer dans le mode de fonctionnement que vente privée est quelque chose qui se rapproche d'une place de marché, même si elle n'est pas sur un accès ouvert à tous, il faut avoir un login, un mot de passe. Le mode de fonctionnement est sensiblement similaire. Donc, il faut quand même être malin et constater qu'aujourd'hui, sur le top 15 de la vente en ligne en France, on a quand même une présence très forte des marketplaces. Je veux simplement que tout le monde en ait conscience. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous tous? La réalité de leur audience. Maintenant, si on va un peu plus dans le détail, pourquoi aujourd'hui on s'intéresse aux marketplaces? Déjà parce qu'elles amènent une offre, une visibilité maximale pour vos produits. On est focusé sur le produit quand on va sur les marketplaces. La marketplace ne vous ramènera que très très peu de notoriété. Elle n'est pas dans ce cadre-là. Quand on regarde véritablement pourquoi, si vous faites, voilà, plus de, allez, mettons la barre plus bas que ce qui est marqué là, plus de 300 000 visiteurs par jour, la question d'aller ou non sur les marketplaces, elle est plus que légitime. On peut se poser la question. Si vous êtes à moins que ça, et que vous êtes sur un secteur de la distribution classique, on n'est déjà plus en train de se dire est-ce qu'il faut y aller ou pas. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est pourquoi vous n'y êtes pas déjà. Voilà. Donnons quelques données chiffrées. 32% des internautes ont acheté sur les marketplaces au cours des 6 derniers mois. Ce qui veut dire qu'on est déjà dans un usage qui est mature. Ça représente déjà 8% des ventes en ligne. Et on considère que 29% des vendeurs en ligne n'étant pas forcément des gens qui ont un site internet de commerce, ce ne sont pas tous les utilisateurs EasyShop. On peut vendre sur une marketplace sans avoir de site. C'est peut-être pas d'ailleurs une très bonne idée, mais c'est possible. 29% des vendeurs sont déjà sur les marketplaces. Donc déjà là, j'insiste bien là-dessus. On est sur des canaux de grosse audience. On est sur des canaux sur lesquels il y a un intérêt à communiquer, ne serait-ce que pour voir si nos produits se vendent. Testez un catalogue en le mettant sur Amazon, vous verrez de suite si vous faites des ventes ou pas. Est-ce que c'est clair également là-dessus pour vous tous? Ou y a-t-il des questions? Ou des commentaires, bien sûr. Ouais, c'est un choix, Rémi. Est-ce qu'il est bon ou pas? Je ne saurais le dire. Je ne sais pas dans quelle boutique vous êtes, dans quel secteur d'activité vous êtes. Moi, j'aurais dit si vous avez vendu pendant un an que sur Price Minister, il faut vite continuer et aller sur les autres. C'est super important de surtout ne pas se limiter à une seule marketplace. C'est vraiment dangereux. Après, oui, vous avez beaucoup d'expérience de la sorte. Vous êtes 4000 à vendre sur Price Minister. Je dirais 15 000 à peu près à vendre sur eBay. Donc ça commence à être parlant un peu. Ouais, parfait, c'est pour ça qu'on est là. Donc, je passe au slide suivant. Pourquoi les marketplaces? Déjà, quand vous êtes marchand, n'oublions jamais que la marketplace n'est pas là pour être votre ami.
Repositionnons bien le contexte. Elle est là pour vendre. C'est un apport de business. C'est pas un apport d'audience, c'est pas un apport de notoriété, un apport de notoriété indirect. Le premier critère, c'est le trafic. Je vais sur une place de marché parce qu'elle a l'audience. Donc je priorise d'abord celles qui ont l'audience. Aujourd'hui, des marketplaces, il en sort tous les jours du chapeau. Les gens qui lancent leur marketplace comme ça, qui n'ont pas d'audience, ne sont pas des gens sur lesquels il ne faut pas aller, mais ce n'est peut-être pas la priorité du moment. 2, je vais sur une marketplace parce que c'est le mix produit. Le mix produit, ça veut dire qu'il y aura une offre large pour les acheteurs et pour les vendeurs. C'est le phénomène du centre commercial ou de la grande distribution. On va acheter tout au même endroit. C'est une concentration des achats que l'on voit qui est dans le fonctionnement lambda du consommateur. 3, c'est le paiement. La place de marché centralise les paiements. La transaction est sûre. Quand, je prends un exemple tout bête, la Redoute, ou prenons l'exemple qu'on a vu là, un Darty vous remonte une commande, vous êtes sûr d'être payé. Risque de fraude, 0. Mais c'est-à-dire qu'en plus, il vous paie par virement. C'est aussi important à signaler. Le 4e élément, c'est le CRM. La force des marketplaces réside souvent dans leur bonne connaissance client. Rémi parlait de Price Minister. La gestion des super boutiques Price Minister et tout ce qu'il est possible de faire, genre par rapport au CRM, vous avez entre les mains des outils très puissants pour travailler votre communication. Mais si on va plus loin, même avec Amazon, aujourd'hui, quand vous vendez sur Amazon, vous pouvez vous retrouver comme une vente additionnelle proposée à quelqu'un qui ne vous connaissait pas jusque-là, qui ignorait même votre produit. Cette personne-là peut potentiellement acheter votre produit alors que vous ne l'auriez jamais touché par ailleurs. Donc ça a quand même un impact énorme. Et le 5e point, qui est bien souvent oublié à tort, c'est l'international. Vendez à l'international. En 3 clics, vous allez sur eBay, Amazon, l'international étant peut-être plus limité en nombre de marketplaces vraiment porteuses. En quelques clics, vous êtes sur de la vente. Alors je vous conseille de commencer déjà par ce qu'on appelle du transfrontalier, donc les pays limitrophes, l'Allemagne, la Belgique, c'est plus facile, l'Espagne, l'Italie, investir massivement en marketing pour aller conquérir chaque pays. Je ne sais pas si déjà là vous avez quelques commentaires ou quelques questions, ou si je suis dans des évidences. À vous de me dire aussi au niveau du chat si vous pensez que je suis hors sujet dans ce que je vous dis, ou si ça vous semble être dans le vrai de ce que vous supposez ou ce que vous faites. Donc je vous écoute. D'accord, ça j'ai le commentaire de Rémi. Est-ce que les autres personnes connectées cautionnent un peu ce que je suis en train de dire là, ou est-ce qu'à vos yeux on est un petit peu hors sujet? D'accord. Donc on est bon? Parfait. Alors, pourquoi les marketplaces? Là, je vais rentrer un peu dans les sujets qui fâchent. Très clairement, voilà, j'aurais peut-être dû commencer par me présenter, je trouvais que c'était déjà faire de la pub, donc je ne l'ai pas fait. Moi, je suis à la tête d'une agence qui s'appelle Cible Web, qui est un prestataire de web marketing, qui fait entre autres du référencement pour les e-commerçants depuis 15 ans. Entre autres, parce que ce n'est pas notre seul métier, on a une offre globale et on est accessoirement éditeur de la solution EasyFlux. EasyFlux, c'est à peu près 500 marchands. On a travaillé aussi avec un de nos confrères il y a quelques années qui s'appelle Brive d'Internet et on a édité un livre blanc que je vous invite à télécharger gratuitement à l'adresse qui est marquée là, sur lequel on a regardé le positionnement en référencement naturel des marketplaces, le positionnement SEO des marketplaces. L'objectif de l'étude était de savoir si elles étaient vraiment bien référencées ou pas, ce qui avait pour incidence de dire si elles sont bien référencées, est-ce que j'ai une chance d'aller me référencer là où elles sont déjà. Qu'est-ce qu'on ressort de ça? Sur la thématique des articles de sport, par exemple, on voit bien qu'il y a une très grosse présence de ces discounts d'Amazon, de Rubico, de Price, de la Redoute, de Spartoo, d'eBay, d'Amazon.com et de Darty. C'est une étude de 2014. On a analysé 10 000 mots-clés, ça fait 240 000 requêtes. On voit que 3356 fois, on retrouve ces discounts en première position. Moi, spontanément, sur une activité pareille, j'aurais tendance à vous dire, sans les marketplaces, point de salut. Vous ne vendrez pas de manière très conséquente si vous vous lancez aujourd'hui sans passer par les marketplaces. Sauf si vous avez une notoriété de malade par ailleurs, ou un budget colossal à investir en marketing payant, en référencement naturel. À partir du moment où les marketplaces trustent une majorité des 10 premières positions de Google, de toute façon, vous ne passerez jamais devant elles. Est-ce que ceci est clair pour tout le monde?
Il est important de le préciser. Je suis un ardent partisan du référencement naturel, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde dans tous les cas. Aujourd'hui, si vous vendez un produit standardisé, de toute façon, vous irez là où il y a l'audience et là où elles sont déjà. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes coincé. Alors, petite opportunité, effectivement, si vous la question, vous la posez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment sont positionnés les marketplaces, sollicitez-nous gratuitement, sans engagement, sans même parler d'avoir un bon de commande ou quoi que ce soit. Vous avez sur le site EasyFlux un espace auditer mon flux, voire même vous nous contactez. On fera gratuitement pour vous l'audit, on vous dira quelle est la réalité de la situation. Est-ce que c'est opportuniste d'y aller ou pas? Est-ce que c'est dangereux d'y aller ou pas? Vous êtes super bien référencé, il n'y a personne, il n'y a aucune marketplace en première page. Est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas? Vous voyez, on peut pousser la réflexion jusque-là. Ou vous êtes sur un marché de niche sur lequel vous vous lancez, est-ce qu'il faut aller ou non vers les marketplaces? Question à se poser. Les marketplaces ne sont pas faites pour tout le monde. Il faut le savoir, il faut savoir exactement ce qu'on fait. Et comment on y va, comment on y reste, comment on peut être amené à les quitter. Est-ce que c'est clair également jusque-là pour tout le monde? N'hésitez pas pour les questions, surtout. Profitons-en. J'insiste bien. Voilà. Faites-moi part de vos expériences. Est-ce que vous avez déjà constaté, ce que je suis en train de vous dire, que les marketplaces avaient une présence qui des fois était très importante en référencement naturel, souvent même au détriment de vos sites? Alors, peu importe, Rémi, sur les produits culturels, typiquement, on aurait pu faire l'étude sur les produits culturels, selon ce que c'est, si c'est des livres, des CD, des choses comme ça. On ne peut pas ne pas parler de la présence majeure d'un Amazon ou d'un Fnac sur ce genre d'environnement-là, ou d'un chapitre selon ce que vous faites. D'un B-Books aussi, il y en a d'autres, hein, même eBay sur les produits culturels de collection. Là où je veux vraiment vous mettre en lumière les éléments, c'est que il y a plusieurs situations qui vont s'offrir à vous. Vous ne vendez pas sur les marketplaces, elles sont déjà bien positionnées dans Google. La question ne se pose même pas. Foncez, allez-y. Clairement. Il est urgent de se précipiter dessus. Vous êtes plutôt là en train de rater le coche si vous ne l'avez pas déjà intégré. Allez-y, vite et fort. Les marketplaces sont mal référencés, vous ne vendez pas dessus, mais vous vendez des produits que d'autres vendent. Soyez vigilants, parce qu'il suffit que n'importe qui d'autre que vous aille sur les marketplaces et fournisse un contenu similaire au vôtre pour qu'elle vous passe devant. Donc attention, là aussi, vigilance. Vous êtes une marque, vous ne vendez pas sur les marketplaces, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes bien référencé, vous êtes les seuls à vendre ce produit. Là, j'aurais tendance à vous dire, le risque est très faible, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Est-ce que vous suivez bien tous les cas de figure que je viens d'évoquer? Est-ce que tout le monde voit bien mon propos? A contrario, vous êtes une marque, par exemple, textile, pour enfants, pour adultes, peu importe. Vous êtes en phase d'acquisition de notoriété. Soyons clairs, ce n'est pas par le référencement naturel que vous ferez des ventes, parce que le travail de la notoriété sera plus long, les gens vont venir en cherchant un produit qu'ils connaissent. Donc effectivement, si vous répondez bien à la requête en référencement naturel, vous y arriverez, mais sur la connaissance du produit, si vous vendez des maillots de bain, il faut être référencé sur maillot de bain, par exemple. C'est évident, pas sur votre marque à vous. Mais par contre, l'intérêt de la marketplace, c'est qu'elle va mettre en avant votre marque. Et là, par contre, vous allez grossir en notoriété. Et là, le binôme marketplace plus le buzz réseaux sociaux est extrêmement intéressant quand on est une marque, notamment dans l'environnement textile, c'est un environnement très confortable. Je pense notamment à la Redoute, un marketplace là-dessus, à des gens comme Galeries Lafayette, Brandalé et autres. Là, on est sur du très très concret et du très porteur. Voilà. Est-ce que vous me suivez tous? Sur tous les cas de figure. Si certains d'entre vous sont détenteurs d'une marque et ont leur propre marque, je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, là, il y a des choses à faire très 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 intéressantes aujourd'hui. La marque correspond au gain de temps et au développement que vous auriez eu avec un référencement en grande surface. Je passe au slide suivant. Important de le rappeler. Typiquement, voilà, sur la petite chenille. Vous êtes typiquement sur un monde. Le monde de la, voilà, de la petite enfance est un monde alors, bon, sur lequel on a un petit peu de retour d'expérience. Je pourrais vous indiquer en off les clients pour qui on travaille. C'est un secteur sur lequel on a pas mal de retours d'expérience. Quel support pour quel produit? Ça fait quelques années que j'interviens sur ce genre de webinaire. Et au départ, ce slide, j'avais mis 4 gros logos.
il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, le problème, c'est que j'actualise ce slide à peu près tous les 15 jours. J'ai un problème de place. Je pense que là, il manque des logos. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une diffusion massive qui est possible. On a un nombre de marketplaces très 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 large. Ce qui veut dire qu'on n'est plus dans la situation d'être limité en nombre de marketplaces, il faut foncer et aller sur beaucoup. La clé sera dans une diffusion très large. Est-ce que tout le monde me suit? Il ne faut surtout pas se limiter à une ou deux marketplaces. Et ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde chez toutes. Alors attention, toutes ne prennent pas tous les marchands. Un eBay, un Amazon, un Cdiscount sont plutôt des marketplaces extrêmement ouvertes pour les nouveaux marchands. Il est clair qu'un La Redoute a des choix drastiques. Un Macway aujourd'hui qui s'ouvre sur l'accessoirie à la base autour du Mac, mais pas que, l'accessoirie geek, comme de téléphone et autres. Et tout ce qui va découler sera ciblé. Mais c'est une marketplace dans laquelle je crois beaucoup. Un tout-à-porter sera du textile. Un boulanger va être sur des segments précis. Un L'Équipe aussi. Un Menlook, pareil. Au champ idem. Mais ne pas leur demander, c'est le meilleur moyen de ne jamais avoir de réponse. Voilà, il est urgent de se précipiter, de demander. Au pire, vous espérez un refus, c'est pas grave. Mais on sait déjà que les majeurs prennent tout le monde. Après, elles ne gardent pas forcément dans le temps, c'est une question de performance, mais elles prennent tout le monde. Donc j'insiste bien là-dessus, ne vous limitez jamais en nombre de marketplaces. Après, priorisez. Faites les plus importantes d'abord, bien évidemment. Un marketplace qui se lance aujourd'hui, qui n'a pas d'audience, qui a besoin de vous pour son référencement naturel, ce n'est pas la priorité. À l'inverse de marketplace très connu, quand la Redoute vient vous dire votre marque textile, je la veux, c'est peut-être plus la priorité du jour que de se dire je vais aller chez le copain qui m'a appelé, qui se lance et qui n'a pas un rond pour faire reconnaître sa marketplace, mais sur lequel j'ai eu un bon feeling, un bon contact. Nous sommes aussi là pour parler business. D'accord? Vous voyez, roi cheval, je suppose que vous êtes dans le monde de l'équitation. Je pense que des marketplaces comme l'équipe peuvent être extrêmement intéressantes et peut-être même intéressées. Voilà. Est-ce que vous me suivez sur ce slide-là, sur la volonté d'être large? Est-ce que ça correspond aussi à vos stratégies aujourd'hui? Je lis vos réponses, hein, le temps de silence étant lié au fait que je regarde un peu les réponses, voir si j'ai des commentaires ou des éclaircissements ou des éclairages même à donner selon les cas. Mais voilà, aujourd'hui dans ce monde de la distribution, parce que c'est la grande distribution aussi derrière, hein, ne soyons pas dupes. Hein. Ce sont des gens qui vous dégageront du jour au lendemain s'ils en sentent le besoin au niveau des contrats. C'est-à-dire, Alex, c'est pas votre stratégie aujourd'hui de. Est-ce que vous en êtes sur les marketplaces? Est-ce que c'est votre stratégie d'aller sur cette démultiplication? Je ne comprenais pas le perso non. Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il est impossible d'aller sur Amazon? Ah, c'est bien ce qui me semblait, Alex. Je pense qu'on se connaît déjà. Oui, j'essaie de comprendre pourquoi Amazon, il est impossible d'y aller pour vous. Excusez-moi, j'ai du mal à suivre. Parce que pour moi, Amazon prend tout le monde. Donc, ils vous prennent, mais vous avez un souci technique. Voilà, ça veut dire que vous pouvez, en changeant vos visuels, ils vous prendraient. Excusez-moi, mais l'exemple qui est cité, je vais vous appeler Roi Cheval si vous m'autorisez, est intéressant. Vous avez un problème de visuel, donc j'en déduis que les visuels que vous fournissez dans le flux ne correspondent pas aux standards que veut Amazon. Voilà. Et est-ce que vous avez songé à changer vos visuels? Je suis désolé de poser une question qui est peut-être bête, peut-être déplacée, peut-être inopportune, je ne sais pas. Pour quelle raison? Il ne s'agit pas de les changer sur le site. Est-ce que c'est une question de taille? Est-ce que c'est une question de contenu du visuel qui pose souci?
Et est-ce que ça peut pas se détourer, se refaire? Je suis désolé, j'insiste, je pense que je dois être un peu lourd, mais l'enjeu peut être assez conséquent parce qu'en le faisant une fois, vous pourriez l'utiliser pour toutes les autres marketplaces. Je sais pas si c'est une question de coût, de la reprise de photos, si c'est une question de compétences. Vous savez qu'il y a des structures qui existent pour refaire des visuels et des fonds et qui sont pas forcément très coûteuses à l'étranger, donc il y a peut-être des alternatives. Oui, je comprends, mais les contraintes de chacun sont différentes, donc c'est pour ça. Dans tous les cas, vous aurez mes coordonnées à la fin, hein, si vous voulez qu'on en discute même en off, si voir s'il n'y a pas des idées de solutions qui peuvent exister, n'hésitez pas. Je passe au slide suivant en attendant. Effectivement, c'est bon pour vous? Pas de questions autres? Alors, je vous rappelle quand même deux basiques importants. Vous faites du e-commerce. Le e-commerce, c'est du commerce juste avec un i devant. La qualité première du commerce, c'est d'être malin et opportuniste. Arrêtons de penser que les informaticiens font du commerce. Ça se saurait s'ils avaient réussi. Le commerce est quand même bien plus vieux que l'informatique. Tout peut se vendre. Tout peut se vendre. Il n'y a pas un produit sur lequel on puisse se dire aujourd'hui, non, celui-là, il n'a pas de potentiel. J'exclurai peut-être les produits un peu personnalisables, tout le monde du cadeau, pour des raisons de process de commande qui sont un peu compliquées sur les marketplaces, mais à la limite, ça veut dire que vous les vendrez ailleurs. Pensez à la longue traîne. Les vieux nanars que vous avez en fond de stock, que vous n'arrivez pas à fourguer, pourraient tout à fait se vendre sur Amazon. Parce que ça correspond au fait qu'il y a quelqu'un sur Amazon qui va chercher un produit à ce moment-là. Juste pour l'anecdote, sachez qu'aux États-Unis, les recherches sur des produits se font plus sur Amazon que sur Google. Il y a une maturité déjà internationale qui est supérieure à ce qu'on vit en France. Toutes les stratégies sont pensables. Vous pouvez vous dire, je vends mes meilleures ventes. Je mets mes meilleures ventes sur les marketplaces pour accentuer le flot de commandes. Donc, quelque part, à terme, de fait, j'achèterai mieux, puisque je vendrai mieux. Ça me permettra d'optimiser mes achats. Important. Et aussi vous dire, je vais vendre des produits plus difficiles à trouver. Vous avez plein d'expériences. Il y a eu des expériences menées il y a quelques années par des marchands qui disaient, nous, nos meilleures ventes, on les laisse sur le site. On ne veut surtout pas cannibaliser les ventes du site par les marketplaces. Donc, ce qu'on met sur les marketplaces, ce sont des lots. Des produits sur lesquels on a une durée de vie courte. Ce sont des produits que l'on ne suit pas dans le temps, donc ce ne sont pas des collections, ce sont des stockages pour les gens dans le textile. Et c'est ça qu'on envoie. Parce que justement, ça nous permet de faire tourner les stocks de manière beaucoup plus intéressante. Ce sont des choix. Ce sont des choix qui s'adaptent à chacune de vos politiques. Point important, les premiers sont toujours les mieux servis. Ça, c'est un critère fondamental. Aujourd'hui, quand une marketplace vous drague pour vous rentrer dans sa catégorie, parce qu'elle lance une catégorie, elle est capable de vous mettre en avant d'une manière qu'elle ne fera pas. Quand vous arriverez, vous serez le 20e marchand et qu'elle aura déjà passé le cap de la maturité. Il ne s'agit pas de se dire d'aller sur toutes les petites qui se lancent, mais quand Amazon ouvre un nouveau service et vient vous dire venez chez moi, j'ai besoin de vous indirectement pour ça, ou quand eBay fait ça, ou quand Cdiscount fait ça, foncez. Foncez, ça durera ce que ça durera, mais pendant ce temps-là, la visibilité qu'il vous apporte est très importante. Est-ce que vous me suivez là-dessus? J'insiste bien, malin et opportuniste. Vous êtes des commerçants. Parlez-leur. N'attendez pas que ça se passe que par un flux produit fourni par un outil tiers. C'est pas comme ça que ça marche. En général, pendant quelques temps, allez, je disais une année, mais ça peut être moins que ça, on teste. On teste. Je mets les produits, je vois ce qui se passe. Ah, ça se vend bien. Ah, ça se vend pas. Ah ouais, là-dessus, ça se vend plus que ce que je pensais. Au bout d'un an, servez-vous de ça pour optimiser vos achats et vos stocks. La notion de l'optimisation de l'achat et des stocks sera stratégique, comme dans toute l'activité commerce. Et d'autant plus que la marketplace est un canal de grande distribution. Si vous avez pu bien acheter, vous vendrez bien. Je pense qu'on en a tous conscience, c'est la clé. La clé, c'est un bon achat qui fait une bonne vente. Et pas l'inverse. On est sur un enjeu technique, il ne faut pas se voiler la face. Les stocks sont une problématique qu'il faut appréhender. On doit actualiser fréquemment ces stocks avec les marketplaces, plusieurs fois par jour. Le temps réel, ne vous l'aurez pas, c'est un mythe. Mais plusieurs fois par jour. Mettez des quantités sur les marketplaces inférieures à ce que vous avez dans la réalité si vous avez des risques de rupture. Ça se paramètre sur un agrégateur de flux comme une règle en quelques clics, et faites ça, vous verrez que c'est un gain de performance énorme. Testez l'international. Il n'y a rien de plus bête que de se regarder et se dire je sais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. La seule contrainte, c'est traduire les fiches produits. Le coût, ce sera uniquement un coût textuel. Et en plus, comme on comptera plus de 100 marketplaces en France en 2016, vous avez forcément de la place pour essayer. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce que j'ai dit là?
Vous m'inquiétez, personne n'est contre. Pas très logique. Plus que ça, Rémi, plus que ça. Certaines sont des galeries commerciales du net. C'est le cas d'eBay, c'est le cas de Price Minister. D'autres non. D'autres sont des centres commerciaux, mais sont surtout au sein d'une galerie commerciale, ce sont le super ou l'hyper au milieu. C'est-à-dire que quand vous allez sur Cdiscount, vous n'êtes pas sur une galerie commerciale. Vous êtes au milieu de la grande surface, au milieu de casino, pas dans la galerie marchande. Vous êtes dans le rayon casino en plus. C'est pas du tout pareil. La galerie commerciale, pour faire un parallèle à deux balles, la galerie commerciale, elle se paye sur le bail signé avec ses clients à ce niveau-là. Mais elle est dans un travail dans le temps. La grande distribution, si vous ne pouvez pas suivre, elle prendra quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout la même démarche. Il y a forcément une démarche liée à des similitudes de pratique parce qu'on va chercher du flux et de l'audience, je vous l'accorde, mais elle n'aura pas l'état d'âme à vous dégager. Une galerie commerciale se sépare moins facilement de ses clients s'ils payent un loyer. Clairement, je vais vous donner quelques anecdotes. J'avais un de mes clients qui vendait des maillots de bain il y a quelques années sur une marketplace qui a fait un chiffre d'affaires très très important, on parle d'un peu plus de 1 million sur l'été, qui a fait une réunion de travail avec la marketplace au sortir de l'été. La marketplace lui a dit, bon mais écoutez, voilà, vous donnez tellement important chez nous, qu'en priorité, on va référencer votre principal concurrent. Parce qu'il y a un danger à être trop dépendant de vous. Vous voyez la logique? Quand je vous dis qu'à un moment, il faut faire gaffe, c'est un peu le baiser mortel du dragon. Il faut faire très attention. La marketplace n'est pas votre ami. Ce n'est pas le mien non plus. Moi, je suis là pour vous mettre en relation au plan technique entre vous et elle, mais j'ai conscience du fait que la clé sera la démultiplication des canaux. Sinon, vous avez un risque le jour où Amazon ferme un compte, quand vous faites 80% de votre chiffre d'affaires sur Amazon et que du jour au lendemain, Amazon vous ferme, la suite, elle n'est pas belle à voir. Donc, oui, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est important. Mais par contre, quand on a un panier dans lequel il y a quelques œufs qui fonctionnent, il ne faut pas non plus casser les œufs pour les mettre ailleurs. J'ai combien de marchands qui me disent « Ah ben je vendais sur eBay, j'ai arrêté pour ouvrir mon site ». Mais c'est stupide, pour ne pas dire débile. Continuez de vendre sur eBay et ouvrez votre site en plus. Ça, c'était une pratique que j'ai vue je ne sais combien de fois. Ils me prennent une commission, c'est trop cher. C'est stupide. La commission, quelque part, c'est de la marge en moins, certes, mais à la limite, elle fait du chiffre, elle fait plein de choses. Alors, on ne peut pas parler effectivement des marketplaces sans parler de la donnée. La marketplace ne s'intéresse pas à vous en tant que vendeur, elle s'intéresse à vos produits. Je reprends un peu l'exemple qui était cité par Roi Cheval, c'est exactement ça. Il faut bien catégoriser pour être présent au bon endroit. C'est un enjeu stratégique. Il faut bien catégoriser vos produits pour qu'ils remontent bien dans la marketplace. C'est clair. L'enjeu de la catégorisation, l'enjeu de la gestion, de la relation à la marketplace sur les éléments techniques est un élément crucial à ce niveau-là. C'est presque même un nouveau métier, je n'irai pas jusque-là, mais une nouvelle contrainte dans vos métiers. Il ne faut pas se leurrer, c'est une réalité. On ne va pas dire qu'en appuyant en 2 clics, tout se vend sur Amazon facilement et que c'est automatique, c'est pas vrai. On ne va pas dire non plus que Cdiscount crée des produits en 20 secondes, c'est pas vrai, il y a un délai humain. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut? Bien catégoriser ses produits. Ça veut dire donner les bonnes informations dont on a besoin pour bien les référencer. Faire un bon choix d'image. Et le visuel, vous en avez eu le témoignage là, est important. Travailler ses descriptions pour les produits de niche, entre autres. Bien renseigner les attributs, les éléments additionnels qui définissent un produit. Est-ce que vous savez ce qu'est un attribut? Tous. Est-ce que tout le monde est sensibilisé à cette notion d'attribut? L'attribut, c'est ce qui permet de définir un produit. Aujourd'hui, je porte une chemise. On ne va pas discuter les goûts et les couleurs, c'est discutable certainement. Ma femme l'aime pas, par exemple. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Certains diront elle est moche. Bon, ça c'est pas un attribut, c'est un constat. Elle a des carreaux. Ça c'est un attribut qui définit quelque chose. Elle a un textile. Elle a un type de boutonnage. Elle a un type de matière. Textile. Elle a un type de repassage. Elle a autant d'éléments qui déterminent ce qu'elle est. Et aujourd'hui, si je cherche une chemise à carreaux, elle a une marque. C'est aussi un attribut éventuellement. Si je cherche aujourd'hui une chemise à carreaux pour en acheter une autre que celle-là, si moi je cherche chemise et que quand j'arrive sur la marketplace, j'ai le choix et je peux aller affiner en disant carreaux, si vous n'avez pas déterminé que cette chemise-là elle était à carreaux, on ne vous verra plus dans l'affinage de la recherche.
L'attribut, c'est ce qui permet d'optimiser sa visibilité à ce niveau-là. Les marketplaces ont énormément d'attributs différents selon les univers produits à renseigner. Il est important de faire ça. Est-ce que vous me suivez par rapport à la démonstration là-dessus? C'est tous des éléments qui vont caractériser votre produit. C'est un des éléments importants. C'est au-delà de la catégorisation qui est de dire ce produit va dans tel endroit sur la marketplace. C'est qu'en fonction de l'endroit où vous voulez le mettre, il y aura énormément d'éléments qui vous seront demandés. Vendez un lave-linge sur Amazon, on ne vous demandera pas les mêmes infos que si vous vendez une chemise. Mais il y aura des informations indispensables dans les deux cas. Voilà. Soyez un peu malin quand même. Évitez de filer le même contenu au marketplace que ce que vous avez sur votre site, parce que si vous avez gambergé, c'est souvent le cas de ce que font les gens en lancement pour votre référencement naturel en travaillant du contenu, si vous fournissez le même à la marketplace, elle va l'absorber et l'utiliser. Or, de toute façon, même si vous avez fourni le contenu à la marketplace avant les autres, de toute façon, même si en plus votre site était référencé avant, vous ferez quand même passer devant par la place de marché. La notion d'antériorité du contenu n'existe pas dans ce cas. Soyons clairs, si vous fournissez un contenu en Cdiscount, Amazon, moi je l'ai vu avec la Redoute, par exemple, pour ne pas les citer, une cliente qui vendait des chaussures pour enfants, qui a fourni le même contenu à la Redoute que ce qu'elle avait sur son site, la Redoute lui est passée devant. Pourtant, elle vendait des chaussures pour enfants bien avant de les vendre sur la Redoute. C'est un constat, c'est une situation, elle est ce qu'elle est, dommage. Voilà. Donc attention, ne fournissez pas le même contenu. Retravaillez les contenus. C'est quelque chose à appréhender. Et enfin, pensez au code EAN. Tout le monde sait ce qu'est un code EAN. Tout à fait. C'est le code barre. Le code barre, pour le CVNC, il a 13 chiffres, qui est l'identifiant unique de votre produit. 80% des marketplaces, pour ne pas dire 90%, vous imposeront d'avoir des codes EAN. Les codes EAN ne s'inventent pas. Ils se délivrent uniquement par un organisme dont je vous écris le nom ici, qui s'appelle GS1, sur lequel vous allez vous connecter, créer un compte, pour être propriétaire de vos codes EAN. Ce sera une obligation. Mais l'obligation du code EAN, vous la retrouverez aussi à terme sur Google Shopping et d'autres leviers. Il y a quelques tolérances pour les créateurs dans le textile. Donc dans votre cas, pour la petite chenille, on peut se poser la question, mais ça ne durera pas. Il faut anticiper ça, le code EAN sera un élément obligatoire. Et j'aurais tendance à dire que très vite, le code EAN permet de matcher les produits, c'est-à-dire si vous êtes 10, avoir des produits avec le même code EAN, c'est que vous vendez le même produit. Tous les 10, c'est possible si vous vendez une coque pour iPhone de même fournisseur. Typiquement, l'intérêt, c'est que un Amazon, par exemple, va vous relier à la fiche qu'il a déjà créée de la coque en mettant en avant tel vendeur, tel prix, tel vendeur, tel prix, et donc vous serez un parmi tant d'autres. Vous me suivez là-dessus? C'est bon pour vous? On est au clair pour l'instant? Parfait. On va revenir un peu sur des recommandations logiques. Peut-être pas mettre tout son catalogue. Plutôt travailler sur des lots. C'est un conseil que je donne beaucoup à des marchands qui ont déjà une antériorité, une ancienneté et qui veulent y aller modérate pour voir ce qui se passe. Et pour éviter de se planter au niveau de la cannibalisation, qu'elle soit en référencement ou autre. Testez les produits de niche. Si vous vous lancez aujourd'hui sur Internet, il n'y a rien de pire que d'imaginer un concept et de se foirer. Soyons honnêtes, le marché de la motoneige au Gabon, il n'existe pas. Le marché de la glace en Alaska non plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si, quand vous testez un concept, vous allez sur les marketplaces et vous ne vendez rien, vous pouvez raisonnablement vous dire peut-être que je n'ai pas une si bonne idée que ça. Proposez des produits dans un maximum de catégories. Si vous avez un catalogue large, n'hésitez pas à aller dans un peu toutes les catégories. Pensez qu'il y a une notion de réputation du marchand. Il y a une notion d'ancienneté qui va jouer sur la marketplace. Donc si vous êtes sur plein de catégories, vous pouvez accroître un sentiment de rassurance. La bonne synchronisation des données sera importante, pour ne pas dire capitale. De toute façon, aujourd'hui, on le voit à ce niveau, on peut difficilement aller sur plusieurs marketplaces à la fois sans passer à la fois par un outil tel que le nôtre, soyons clairs, mais aussi par un élément en amont tel que WheezyShop. Soyons honnêtes, c'est stratégique. Aujourd'hui, il y a même une galère, c'est les gens qui étaient sur des marketplaces qui se sont lancés au départ, je pense à eBay, à Price Minister, et qui se disent je vais aller sur une autre. Sauf que j'ai des milliers de produits, comment je fais? Je suis bon pour tout me retaper. Oui, il faudra le faire une fois. Clairement. Il faudra le faire une fois, c'est comme ça, on ne pourra pas faire autrement. Il faudra le faire. Ou aspirer ce qui peut être aspiré des marketplaces, mais il faudra en passer par là.
Voilà. Ah, mais je vous confirme, Rémi, hein, moi je suis sollicité tous les jours pour ça. Et enfin, il y a un élément que je veux quand même porter à votre connaissance. Parce que je suis un peu, moi, dépité de voir mes gentils clients oublier ça. Vous avez en face de vous, quand vous bossez avec une marketplace, l'équivalent d'un chef de rayon de la grande distribution. Un gars qui a besoin de faire de l'animation sur son rayon, qui a besoin de faire revenir du client et de faire de la vie. Ça veut dire que vous avez intérêt à les appeler, à utiliser à fond les opérations spéciales, un acheter, un offert, 10% de remise, ce que vous voulez, et toutes les mises en avant possibles. Toutes ces mises en avant possibles, ce sont des éléments stratégiques. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé ça? Je vais vous donner des exemples, si vous voulez. Aujourd'hui, je vais parler de quelques exemples de marketplace. Certains qui me touchent plus que d'autres, vous comprenez ensuite pourquoi. Je vous présente l'exemple d'eBay. Voilà. eBay, aujourd'hui, vous avez plusieurs moyens. Vous allez vous ouvrir votre boutique. Bon, déjà, à compter de ce jour, n'ouvrez pas votre boutique comme ça, sollicitez-nous. Pour une raison toute bête, c'est que la boutique eBay elle a un coût de petit abonnement chez eBay et qu'on a des mois d'abonnement gratuits à vous offrir. Donc déjà, de base, on peut vous faire cadeau de mois d'abonnement gratuit avec eBay. Comme en plus, vous pouvez avoir EasyFlux gratos pendant 2 mois. Au pire, vous nous prenez gratos pendant 3 mois, vous ouvrez eBay, vous nous quittez derrière, c'est pas grave. Au moins, vous aurez votre abonnement gratuit. Ça, c'est pas un problème. Mais en plus, vous pouvez personnaliser votre boutique eBay en termes de design. Quand vous personnalisez le design d'une boutique eBay, les études internationales montrent qu'il y a 30% de ventes en plus. C'est pas rien. Hein. Voilà, d'une boutique quelconque qui présente des produits à une boutique customisée, 30% en plus. Ça veut dire qu'en plus, on peut reprendre le design de votre site. Donc on peut travailler sur l'image. C'est pareil chez Rakuten, chez Price Minister. Vous commencez à avoir la même chose qui existe chez Cdiscount. Travailler les opérations spéciales, travailler les mises en avant, travailler l'identité visuelle. Là, on revient sur un positionnement qui est de dire, ma boutique, au sein de la galerie marchande, je veux qu'elle soit plus belle que les autres. Et là, on travaille sur quelque chose d'intelligent. Voilà. Mais ça veut dire aussi que ne serait-ce que par le produit, vous avez un chargé de compte à louer, vous lui passez un coup de téléphone. Vous lui envoyez un mail en disant j'ai un super produit, là j'ai un super lot, je peux casser les prix, qu'est-ce qu'on fait? Cdiscount, si vous passez dans la newsletter de Cdiscount, vous imaginez le carton? Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir sur votre business? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà réfléchi à ça? C'est bien dommage. Je vais vous donner une anecdote. En 2007, 2008, la préhistoire, j'avais une de mes clientes qui vendait des fringues et qui a récupéré une palette de costumes. 400 costumes. Quand elle a fait le virement, elle était contente. Quand elle a dû les payer, elle les a achetés très bas. Une palette de costumes. Je crois qu'il valait 2500 euros. Elle les a eus à 300 euros, quelque chose comme ça, 200. On les vendait 300 euros. Un truc, des stockages, une marque de créateurs italienne, très bien. Elle les a mis sur son site. Le site avait une audience géniale à l'époque. Il avait 80 000 visiteurs par mois. On était tous très fiers de ça. Elle en a vendu 40 en, je crois, une semaine et demie. C'est pas dégoûtant, hein, c'est pas mal. Elle a été sollicitée à l'époque par Price Minister. Si vous voulez, on travaille, on met une opération spéciale, on met les produits. La tergiversée, c'est une vraie commerçante. Elle a tergiversé 2 heures. Au bout de 2 heures, elle a dit ok Banco, on y va, on met les produits sur Price Minister. Elle était dans la catégorie textile. Ils l'ont mis en avant sur la page d'accueil de la catégorie textile. Elle a vendu les 360 costumes restants en 48 heures. Le prix était bon, la mise en avant était bonne. Elle est passée dans la news et tout. Hein. Voilà l'exemple concret et factuel de choses cohérentes. Voilà. Et ça, je vous donne l'exemple sur ce cas-là. Mais aujourd'hui, la force, c'est que la marketplace, quand elle vous a, elle a aussi besoin de ça. Donc à vous de discuter avec elle. À vous d'aller la solliciter pour ça. À vous, qui êtes des marchands, d'aller solliciter vos interlocuteurs dans ce cadre-là. Ou de nous demander de le faire, mais on aura moins de poids parce qu'on ne connaît pas les bons produits, on ne connaît pas ces éléments-là. On peut aider dans la mise en avant au plan marketing, mais dans le choix de dire j'ai un super produit, je peux péter au niveau des prix, c'est votre politique commerciale. Voilà. Pensez à ça. Chez Rakuten, ils appellent ça l'empowerment, la prise de pouvoir du marchand. Après, restez vigilants malgré tout. Je vous l'ai dit, les marketplaces ne sont pas vos amis. Elles sont liées à la grande distribution. C'est un postulat dont il faut tous avoir conscience. Elles ont la même mode de gestion des marchands que la gestion des fournisseurs. Autrement dit, elles ont une exigence qui est vendez moins cher, livrez plus vite. Clairement. La gestion des commandes et des stocks, c'est la clé.
De ma petite expérience, on va dire de vieux compte du web, quand vous traitez vos commandes, traitez en priorité les commandes marketplace. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez un produit sur lequel vous avez un stock 15. Vous l'avez communiqué tel que, vous avez fait 20 commandes. 15 par les marketplaces, 5 par votre site. Le bon choix serait de se dire, je vais d'abord expédier les commandes de mon site, c'est celles sur lesquelles je marge le plus. Suivez-moi, choix logique, cohérent, lié à un aspect compte d'exploitation, je marge plus, tant pis pour les autres. J'en pénaliserai 5 sur les marketplaces, c'est pas grave. C'est à mon avis une erreur. Mieux vaut expédier en priorité les commandes marketplace, déjà pour une question de réputation et d'évaluation. Voilà, exactement. Elles peuvent à tout moment vous dégager parce que vous avez un taux de fait de ne pas bien honorer vos commandes qui est trop bas et trop dangereux pour eux. Attention. Par ailleurs, le client marketplace ne vous connaît pas. Il a acheté un produit, il n'a pas acheté dans une boutique. Ce qui veut dire qu'en termes d'évaluation, vous allez vous faire casser en deux. A contrario, vous êtes des commerçants intelligents par ailleurs, je n'en doute pas un instant. Rien n'est plus simple que d'appeler les 5 clients qui ont commandé chez vous, dont vous avez toutes les coordonnées et qui ont fait l'effort de venir chez vous, en leur expliquant la situation. Je ne peux pas honorer cette commande, je vous appelle, donc je suis dans mon vrai travail de commerçant, comme le ferait mon boucher quand j'y vais et qu'il a plus le steak que je veux, mais qu'il me propose autre chose à la place. Mais je peux vous proposer une solution alternative, vous mettre des produits en recommande ou autre, leur montrer de l'intérêt. J'insiste bien, le client marketplace, il fait ses courses dans la grande distribution, il n'en a rien à foutre de vous. Rien. Par contre, celui qui a commandé chez vous, vous avez noué une relation avec lui. Vous voyez bien le distinguo entre les deux? Donc, ils ne se travaillent pas de la même manière. Ensuite, voilà, ne communiquez pas sur des produits sur lesquels il y a des risques de stock. Vous avez des marketplaces sur lesquels on ne met pas moins de 5 articles en stock. C'est dangereux, c'est suicidaire. On voit ça trop souvent. J'ai des paires de chaussures, j'en ai une, je la mets. Non, si vous en avez qu'une et vous avez un site, ne la mettez pas sur les marketplaces. Ou alors, vous ne le vendez que sur une seule marketplace. Dès qu'elle sera vendue, c'est la galère. Vous en avez 50, à ce moment-là, vous en mettez 10 par marketplace et vous regardez comment ça tourne. Voilà. Pragmatisme et intelligence. Qu'on soit tous au clair avec ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment la clé à ce niveau-là. Voilà. Tout le monde me suit là-dessus? Je n'ai pas enfoncé trop de portes ouvertes, c'est bon? Allez. Alors, comme vous en doutez, j'ai forcément quelque chose à vous vendre. Mais il faut remarquer aussi que j'ai attendu la fin de la présentation. Pourquoi utiliser EasyFlux? Et qu'est-ce qu'EasyFlux même quelque part? EasyFlux, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de flux. On va se trouver entre WheezyShop, qui est personnalisé là par le site e-commerce et on va dire la caisse enregistreuse, et les places de marché. On va récupérer le catalogue chez WheezyShop, on va le diffuser sur toutes les marketplaces avec lesquelles vous avez signé un contrat. Toutes. Peu importe. On s'en fout, le nombre n'a aucune importance. On va aussi, si vous le souhaitez, diffuser vos produits vers les comparateurs de prix, y compris Google Shopping, et gérer aussi des campagnes sur du Facebook Product Ads ou autres éléments sur les réseaux sociaux. Considérez qu'avec un flux en entrant, avec un flux EasyFlux, on peut le diffuser partout. Voilà. Est-ce que c'est clair déjà à ce niveau-là? Est-ce que tout le monde voit bien un peu comment ça fonctionne? Sur les réseaux sociaux en production pour de la campagne Facebook produit, oui, sans aucun problème. Sur de la diffusion réseau social, non, la diffusion réseau social, c'est du contenu. Vous allez diffuser quand le contenu n'est pas du contenu produit, c'est plus délicat. Voilà. Mais clairement, voilà, les premières tentatives, là, aujourd'hui, sont plutôt enthousiasmantes. C'est, voilà, le seul concurrent de Google Shopping aujourd'hui, c'est l'offre Facebook, comme l'offre Amazon et autres. Voilà, il faut penser que nous, on a plus de 500 supports compatibles et qu'on fait ça depuis très longtemps. Donc, il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Vous disposez d'une interface unique qui pilote tout. Tout est remonté dans WheezyShop. Toutes les commandes sont recentrées dans WheezyShop, recentralisées. On travaille avec des marchands qui font plusieurs centaines de milliers d'euros tous les mois, donc clairement, tout est recentralisé. On reprend les stocks, on les rediffuse, ce qui veut dire que quand on remonte une commande, ça décrémente vos stocks et on va tout remettre à jour. Vous me suivez? Voilà, on a un rôle de connecteur en permanence entre vous et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Activer, désactiver des gammes et des produits.
On n'a pas forcément envie de tout mettre chez tout le monde. Très bien. Gérer les caractéristiques d'un produit. Vous n'avez pas pu les renseigner dans EasyShop ou vous n'avez pas envie de polluer le contenu du site, vous allez le renseigner directement chez nous. Optimiser la catégorisation par support. Modifier la description ou l'optimiser, notamment pour le référencement. Vous n'allez pas casser ce que vous avez fait. C'est très facile dans EasyFlux d'aller modifier une description de produit pour ne pas diffuser la même. Voilà. Je pourrais même vous faire un slide sur les moteurs de règles qui vous permettent de vendre plus cher par marketplace, de vendre à des prix différents de ceux du site. Vous faites ce que vous voulez. Si vous décidez que vous êtes à 100 sur votre site et que vous voulez être à 102 sur Amazon, à 103 sur e-commerce, à 110 chez Cdiscount, aucun problème. Moi, ça ne me pose aucun souci. Vous avez un moteur de règles qui permet de tout faire. Vous intégrez vos produits, vous appuyez sur en un clic, le flux est créé, vous voyez où est-ce qu'il manque des informations, vous le diffusez, on vous réintègre l'erreur que nous a retransmis la marketplace en langage intelligible et compréhensible, et vous pouvez, dans la foulée, traiter les retours de ce qui n'a pas bien marché à l'intégration. Je prends le cas d'un visuel qui n'allait pas, on va vous dire effectivement que le système va carrément vous le détecter. Voilà. Ça, ce sont des éléments factuels. Vous pouvez tout gérer, sans aucune restriction. Voilà. Comment on fonctionne? Alors forcément, ça a un prix, vous en doutez. Alors la particularité d'EasyFlux, et c'est peut-être un facteur différenciant, on a une solution qui démarre avec un tarif à 49 € par mois. 49 € par mois, c'est un marchand qui a un catalogue de moins de 100 références. Je me moque du nombre de supports sur lequel il veut aller. Ce sera illimité, c'est écrit dessus. Par ailleurs, comme vous êtes des clients EasyShop, vous pouvez nous tester gratuitement pendant 2 mois. Ce qui veut dire que dans tous les cas, vous ne serez facturé qu'au début du 3e mois. Si entre-temps vous avez choisi d'arrêter, tant pis. Voilà, c'est le jeu. Si d'aventure, vous avez un catalogue plus gros, les éléments sont différents, mais vous pouvez également, et là on est les seuls du marché à proposer ça, disposer en plus de l'outil d'un accompagnement sur mesure. Vous pourriez vous dire par exemple, aujourd'hui, je suis un expert d'Amazon, pas besoin. Par contre, je galère à être référencé sur, je ne vais pas dire la redoute, c'est une constante, mais allez, c'est Discount. Je vais demander aux équipes d'EasyFlux de me déléguer de la ressource, de me mettre des gens à disposition pour le faire à ma place. On peut tout à fait le faire par flux que vous avez besoin d'optimiser ou de manière globale et sans engagement dans le temps. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, si vous comprenez bien mon propos. Est-ce que je suis clair? Vous avez l'outil d'un côté et vous avez le fait qu'en plus on puisse vous amener de l'accompagnement si vous le souhaitez. Dans les deux cas, aucun des éléments n'a d'engagement dans le temps. Vous pouvez vous dire, j'ai besoin d'eux au début, le temps de tout mettre en place. Une fois que tout est calé, je reviens à l'abonnement de base. Pratique cohérente, sans aucune difficulté. Vous pouvez vous dire, j'ai besoin uniquement de catégoriser parce que c'est là que ça pêche et j'ai pas le temps de le faire. Aucun problème. Les options sont là pour ça. Vous pouvez nous solliciter que pour gérer du Google Shopping, que du Facebook. Pour information, et je parle sous le contrôle de Barbara, ça fera l'objet d'une autre intervention, nous travaillons également avec EasyShop sur le lancement d'une offre qui est plus une offre web marketing 360, sur lequel on va intégrer de l'accompagnement web marketing plus large, à savoir du SEO si besoin est, de la gestion AdWords, de la gestion de support média social, y compris dans la rédaction, et de l'emailing. Pour l'anecdote, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Donc on est en train de le modéliser pour sortir des sortes de packs d'accompagnement mensuels pour vous. Ça, c'est différent d'EasyFlux. Donc Barbara, je parle sous ton contrôle à ce niveau-là. Voilà. Pour l'anecdote également, je vous parlais tout à l'heure de la partie eBay et du design de boutique sur eBay. Vous avez aujourd'hui un prestataire de référence en France qui est spécialisé dans le design de boutiques eBay, qui s'appelle Sonuts. Je vous ai écrit l'URL. Bon, je vous en parle à dessein pour la bonne et simple raison que nous avons racheté Sonuts. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, n'allez pas commander un thème Sonuts pour eBay si par exemple vous devez travailler avec nous pour la gestion de votre flux, pour la bonne et simple raison qu'en plus, dans l'offre EasyFlux, vous avez une remise sur le thème Sonuts. Mais si d'aventure, vous ne vouliez pas travailler avec nous, vous avez déjà la possibilité de faire un thème à part avec Sonuts. Ce sont des équipes distinctes, sauf que ça fait partie du même groupe. Voilà. Notre idée, c'est de vous amener de l'accompagnement simple et efficace. Donc j'arrive un peu au terme de la présentation, donc n'hésitez pas pour les questions s'il en reste encore, je serai ravi d'y répondre. J'espère en tout cas ne pas vous avoir gonflé pendant cette intervention, ne pas surtout avoir fait de hors-sujet et d'avoir fait quelque chose qui était assez didactique.
Donc n'hésitez pas, vos commentaires sont les bienvenus. Donc Rémi, il ne vous reste plus qu'à solliciter mes équipes alors, si j'ai réussi à vous convaincre. Dans votre cas, la petite chenille, oui, ça donne à réfléchir, mais enfin, je vous dis tout de suite, dans votre cas, il y a des positionnements super intéressants sur le monde de la périculture aujourd'hui. Voilà. J'aime pas trop annoncer mes clients, je vais me permettre de le faire, j'espère que je ne vous ai pas donné l'impression d'être quelqu'un de trop prétentieux. Voilà, pour l'anecdote, nous on est le prestataire depuis quelques années d'une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Verbaudet et Cyrillus. Donc c'est nous qui gérons pas mal d'éléments là-dessus. Voilà. Je n'en dirai pas plus par souci de confidentialité, mais on a une petite expérience dans ce monde-là au niveau des marques dans votre cas. Voilà. Donc ensuite, voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste à vous souhaiter une bonne journée à tous, à vous remercier de votre présence. Je laisse le commentaire ou le mot de la clôture à Barbara dès qu'elle le souhaite. Voilà. Et encore une fois, merci à toute l'équipe de Wheezy Shop pour m'avoir permis et de m'avoir invité à faire cette intervention. J'espère qu'elle aura été satisfaisante pour tout le monde.